Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Cloud9. Alors déjà je voudrais remercier tous ceux qui ont écouté le premier épisode qui m'a valu un petit peu, j'ai dû prendre un petit peu, un petit peu de force de ma personne pour pouvoir me dire allez c'est bon, ça y est, on se lance. On balance, on voit ce que ça donne. En tout cas, merci pour les quelques retours que j'ai eus, pour ceux qui ont écouté, et c'était des retours plutôt positifs, donc ça fait du bien, c'est vraiment chouette. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui a eu un impact assez important sur mon parcours, en particulier dans le monde de la création et de la personnalisation, et c'est le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, quand moi j'ai commencé à partager mes créations et à proposer mes templates, j'avais pas vraiment prévu que un sentiment d'illégitimité, on va dire, allait m'accompagner assez souvent, en tout cas dans mes premières créations et mes premières publications. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ? Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation qu'on a de ne pas être à la hauteur, et ça même lorsque tout semble nous prouver le contraire. On a un peu tendance à douter de nos compétences, à minimiser nos compétences, ce qui est mon cas, en tout cas ce qui était mon cas quand je me lançais dans ce genre de création. En fait, quand on a un petit retour ou un petit buzz ou quoi, on va se dire on va associer ça à de la chance ou au hasard. Et personnellement, je le ressens souvent dans mes projets créatifs, notamment lorsque je commence quelque chose de nouveau, que je veux partager avec le monde en fait. Et comme c'est le cas par exemple pour le podcast que je suis en train de faire à l'instant, enfin que je suis en train de faire en ce moment. Et en fait, on a tendance à se dire pourquoi moi, mais est-ce que les gens s'intéressent à ce que je raconte, qu'est-ce que j'apporte de différent. Enfin voilà, on va se poser plein de questions en fait qui vont qui vont nous délégitimiser en fait, qui vont retarder notre travail, qui vont nous mettre sur un espèce de temps de pause, voire carrément à abandonner ce qu'on a envie de faire. En fait, ce syndrome, il m'a freinée à plusieurs moments, puisque je me posais notamment très souvent la question de est-ce que ce que je fais, ça vaut vraiment quelque chose ? Est-ce que ça a une valeur suffisante pour être monétisé ? Est-ce que ça intéresse vraiment ? Enfin bref, vraiment envahi de plein de doutes. Donc là, en fait, je vais partager avec vous mon expérience sur ce que j'ai ressenti et surtout comment j'ai réussi à surmonter ce syndrome de l'imposteur pour me lancer pleinement dans la vente de mes créations et notamment de mes templates sur Canva et aussi de ma formation. Et on va également parler de comment chacun peut surmonter ce sentiment et pourquoi il ne faut pas en fait se laisser freiner par ce sentiment d'illégitimité. Donc moi, quand j'ai commencé à publier mes créations sur TikTok et sur Instagram, c'était notamment pour mes panneaux de bienvenue que je faisais à l'époque quand j'avais repris, justement quand je vous expliquais dans le premier épisode que j'avais redécouvert un peu l'utilisation de la Cricut. Et donc à ce moment-là, je faisais beaucoup de panneaux de bienvenue pour les anniversaires, les mariages, enfin voilà. Et donc du coup à ce moment-là, quand je publiais, c'était vraiment pour m'amuser, pour partager ce que je faisais. J'attendais pas de likes, de commentaires, de followers, franchement. Je m'en fichais un peu, on va dire. C'était vraiment ma manière de montrer ce que j'arrivais à faire avec Cricut, avec Canva. Et donc voilà, donc au début je me suis dit que j'allais juste publier tout ce que je trouvais joli. Et en fait c'est, on va dire, quand j'ai commencé à publier, enfin à créer mes premiers templates sur Canva, que les choses ont un peu commencé à changer et que j'ai commencé à faire face à ce petit sentiment d'illégitimité. Parce qu'en fait moi initialement je créais en fait déjà des designs sur Canva pour ma famille, pour moi, et tout ce qui touche justement à la papeterie personnalisée. Voilà, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode aussi, en fait quand je crée mes emballages bref tout ce que je personnalise de manière générale, c'est souvent pour des personnes proches ou des amis de mes amis en fait. Voilà, c'est pas pour on va dire des clients lambda, des gens que je connais pas. Et en fait c'est quand j'ai vu à quel point c'était pratique d'avoir des templates tout prêts
que je me suis dit, bah en fait, il y a quelque chose à faire. Donc là, en fait, quand j'ai commencé à les publier et que justement j'avais des retours de personnes en fait euh, qui justement me demandaient de plus en plus de types de templates en fait. Est-ce que vous faites des templates de ceci? Est-ce que vous faites des templates de cela? Et notamment parce que moi j'ajoutais en fait un peu toute la partie un peu encore plus, on va dire encore un peu plus personnel pour rendre le rendu plus réaliste avec du coup accompagner chaque template des logos. Et en fait déjà juste à ce moment-là, j'arrivais même pas vraiment à me fixer de prix. J'avais vraiment ce sentiment, est-ce que je suis vraiment légitime pour vendre ces créations-là? Et si oui, à quel prix? Enfin voilà. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur s'est installé progressivement. Donc j'ai mis beaucoup de temps à vraiment balancer, on va dire, mes créations. Je les faisais déjà pour moi de côté. En fait, c'est pas que je doutais de la valeur de mon travail, parce que je savais que c'était quand même quelque chose d'assez innovant, en fait, ce côté où, ok, je veux créer j'ai un anniversaire, j'ai besoin d'avoir un truc tout prêt. Alors, c'était innovant, oui et non, parce que ça existait déjà, hein. Si vous êtes familier avec Etsy, il y a plein de boutiques qui sont remplies de ce genre de création-là. Mais la manière dont moi je l'avais fait, je sais que honnêtement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui le faisaient. La majorité des gens, en tout cas, même si moi je m'intéressais pas trop au sujet, en tout cas pour être formée là-dessus, je sais que la majorité des gens utilisaient à la base comment on l'appelle, le Silhouette Studio. Alors moi, c'est pas du tout un outil que je trouvais, même si ce qui est bien avec le Silhouette Studio, c'est que c'est un outil, même si il appartient à une machine de découpe, il est très bien pour faire du design en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la silhouette pour utiliser le logiciel. Contrairement à la Cricut, où en fait c'est vraiment le design space, c'est un outil qui est associé à la Cricut. Donc en fait, je savais que voilà, la manière dont j'avais fait ça avec Canva, il n'y avait pas beaucoup de personnes, en tout cas moi j'en voyais pas, et c'est là que je me suis dit, en fait il y a un truc, franchement je sais que ça pourrait aider tellement de personnes, des personnes qui elles-mêmes veulent faire leurs choses en interne pour un peu comme moi pour leur famille, leurs amis, etc. Mais aussi pour les personnes qui elles-mêmes vendent ce type de papeterie personnalisée. Ça peut être un outil voilà, hyper pratique et surtout hyper gagne-temps. Mais en fait, en vrai, même si je savais que c'était super utile et que c'était vraiment bien, j'avais vraiment du mal quand même à monétiser mes compétences, on va dire. Alors, la première étape, du coup, pour moi en tout cas, pour surmonter ce syndrome, ça a été déjà de reconnaître que j'étais légitime. Parce qu'en fait, initialement, voilà, j'ai dit que j'avais pas de formation. Certes, j'ai pas du tout fait de formation, en tout cas, en tout ce qui touche la papeterie personnalisée, Canva, tout ça. Pour ces outils-là, j'ai été très autodidacte. Mais initialement, j'ai une formation, j'ai une maîtrise en sciences de l'éducation avec une option formation des adultes un peu. Donc, dans tous les cas, en vrai, si je dois parler, on va dire, légitimement parlant, oui, j'ai les compétences pour et qui font que. Mais c'est juste qu'en fait, si vous voulez, c'est ce côté où comme je suis quelqu'un d'assez autodidacte, j'apprends tout toute seule, toute seule, c'est-à-dire je vais me poser comme tout le monde, hein, je vais aller sur YouTube, je vais regarder des vidéos, je vais prendre aussi des formations, parce que j'en ai fait quelques-unes aussi, ce qui va m'amener à un autre point que je vais aborder du coup. Moi je suis par contre beaucoup de créateurs américains parce que effectivement je trouve qu'ils sont généralement beaucoup plus avancés que nous en France et voilà, au niveau de l'inspiration, en tout cas moi je me sens beaucoup plus inspirée parce que eux ils proposent. Et donc du coup, c'est ce côté autodidacte qui fait que comme j'avais pas vraiment de choses cadrées et précises, on va dire, que j'ai même mis du temps, par exemple, à aussi proposer ma formation que je propose actuellement qui s'appelle Maîtriser Canva pour la papeterie personnalisée. J'ai fini par la proposer. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de demandes de personnes qui me demandaient tout le temps. Je crois que j'avais cette question dans mes DM tout le temps, tous les jours. Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous faites des formations? Au début, j'étais là, non. En fait, c'est vrai que ça m'avait pas... Ouais, j'avoue quand même, au début, ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit parce que j'étais vraiment dans cette phase de mais non, mais... En fait,
je vois pas pourquoi moi, à mon niveau, je vais proposer quelque chose. Et encore une fois, j'ai tendance à encore vraiment à minimiser ce que je fais en me disant mais bon de toute façon c'est pas la je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un sentiment où on a l'impression peut-être que tout le monde est capable de le faire. Et surtout moi, comme il y a certaines choses que j'arrive à faire un peu, on va dire, les yeux fermés, je me dis mais si moi je suis capable de faire ça, pourquoi les autres seraient pas capables? Et c'est là aussi tout le problème de penser que tout le monde pense comme nous, alors que c'est pas vrai. Tout le monde a ses limites, tout le monde a ses avantages, ce genre de choses. Ce qui m'amène du coup à un autre point qui m'a permis de surmonter aussi ce syndrome. C'est déjà, donc j'ai dit premièrement de me rendre compte de ma légitimité avec tout ce que j'avais déjà fait, me rendre compte que les compétences que j'avais, mon côté autodidacte et aussi très polyvalente, et a fait que voilà, je reconnaissais quand même ce côté légitime. Mais c'est surtout dans un premier temps les retours positifs des personnes que j'ai eues qui se procuraient mes produits en fait. Quand j'avais des retours sur les personnes qui me disaient à quel point c'était pratique pour elles, à quel point ça les aidait, que ça leur faisait gagner du temps et que ça leur permettait eux aussi de proposer des produits magnifiques à leur tour. Et moi, c'est exactement ce que je voulais en fait. En créant ce fichier-là, c'était vraiment gagner en productivité. C'était vraiment le l'objectif principal. C'était en fait ce truc doit nous permettre de gagner du temps et de l'argent. Et c'est-à-dire dans le sens où avec un template comme ça, je peux mettre plusieurs modèles. Quand je voyais que les personnes les utilisaient avec des machines de découpe et autres, où je voyais qu'elles jetaient carrément le quart du papier, voire plus, de la moitié du papier, sachant qu'on dit souvent on utilise du papier photo pour ce genre de choses, enfin bref, donc je vais pas re-rentrer dans ça, on en a parlé déjà la dernière fois, mais en tout cas les retours positifs, ça c'est quelque chose qui aide en fait, et qui ont clairement apaisé mon sentiment d'illégitimité que j'avais au départ. Donc les retours, les commentaires, les petits messages en DM, ce genre de choses, et les retours en images, les personnes qui m'envoient les photos de ce qu'elles ont réussi à faire pour tel ou tel événement. Franchement, ça c'est le truc, je crois que c'est ce que j'adore, que je préfère, c'est de voir ce qu'on est capable de faire avec ce que j'ai pu proposer. Et là vraiment ça a clairement beaucoup apaisé ce sentiment d'illégitimité que j'avais. Et donc du coup, ce qui m'amène du coup au troisième point, justement ce que je disais donc par rapport aux formations. Quand moi j'ai vraiment commencé à réfléchir à lancer la mienne, effectivement, je suis quand même partie voir un peu ce qu'ils faisaient. J'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de choses qui se faisaient là-dessus. Sur du coup, notamment en tout cas sur la prise en main de Canva. Et quand j'ai été voir un petit peu ce que proposaient d'autres créateurs, mais alors je vais pas parler en France encore une fois, je suis partie au niveau des États-Unis où j'ai regardé un peu ce qu'on appelle aux États-Unis, ça s'appelle pas papeterie, enfin, c'est pas en fait, c'est pas dans le sens de papeterie, ça s'appelle party favor. Et donc toutes les créatrices de Party Favor que je voyais, que je trouvais super et que je voyais qui proposaient justement des formations et des cours, je crois que j'en avais pris une ou deux. Et quand j'ai vu le contenu, j'étais là, waouh, mais ok, j'ai payé pour ça, mais moi je suis capable Après, c'est parce que moi, à mon certain niveau, je pense que je me suis rendu compte là que j'avais déjà un certain niveau en fait, que je pensais ne pas avoir. Et en fait, ça m'a justement confortée dans mon sentiment de légitimité, parce que du coup, ça m'a permis de voir aussi ce que je pouvais proposer comme plus-value en fait. Donc le fait de voir un petit peu ce qui se passe autour, de voir un peu ce que les autres font, c'est pas bien sûr pas pour copier, déjà vous pouvez vous en inspirer, moi je suis contente quand les gens s'inspirent un peu de ce que j'ai fait, de ce que je montre pour pouvoir elles-mêmes développer leur activité ou certains projets qu'elles ont. Et mais ça permet surtout, comme je disais, d'identifier sa plus-value, de voir ok, qu'est-ce qui ne se fait pas en fait encore pour l'instant, qu'est-ce que les gens... Donc des fois quand j'échangeais avec certaines personnes et qu'elles me disaient j'ai fait telle formation et j'ai suivi tel truc, c'est là que j'ai vu effectivement, quand je vous disais que par rapport à la silhouette, la majorité des personnes qui me disaient qu'elles avaient suivi une formation, elles me disaient toutes que les fameuses formatrices en question utilisaient le Silhouette Studio. Parce que en fait, des fois, moi, je passais aussi sur des sites pour voir un petit peu ce que proposaient les gens, mais personne ne mettait avec quel outil. Et je pense que c'est quand même un basique du basique de mettre quel outil on va utiliser pendant la formation. Il y avait juste marqué formation à temps et temps, mais il y avait marqué nulle part
quel outil on utilise, comment on va faire, etc. Alors que moi, clairement, quand je m'ai maîtrisé Canva pour la papeterie personnalisée, on comprend que l'outil principal, c'est Canva en fait. Et c'est là que je me suis dit que j'allais faire ça en fait, que j'allais faire cette formation avec Canva, parce que déjà, pour le côté pratique, pour le côté gratuit, et la facilité d'utilisation en fait, parce que le Silhouette Studio, comme je disais, c'est un outil très puissant, mais ça demande une certaine technicité quand même que tout le monde n'a pas spécialement, alors que sur Canva on peut être quelqu'un qui a zéro connaissance en design et complètement s'en sortir avec cette application. Donc le fait d'être reconnu par ma communauté, parce que effectivement avec tout ça j'ai réussi à me créer une petite communauté, ça a vraiment joué un rôle clé en fait dans ce que je propose et dans ma manière de voir mes créations et de comment aller plus loin. Parce que voilà, j'ai quand même fait maintenant un peu moins, du coup je suis en train de travailler dessus. C'est pour ça que notamment dans la formation à maîtriser Canva pour la papeterie personnalisée, j'avais aussi droit à cette question tout le temps, est-ce que il y aura les templates, est-ce que vous allez montrer les templates? En fait, les templates, en fait, je les crée tellement comment dire, à l'œil, mais au talent, c'est-à-dire que j'avais pas de directive claire en fait. Maintenant j'ai réussi à en construire une, mais au début j'étais là, mais c'est pas possible que je propose une formation. Pour moi, il faut que ce soit structuré en fait, et clair. Et comme je fais ça tellement, je vais commencer à sketcher un petit peu sur une feuille, ensuite je vais prendre un mètre, je vais mesurer, et après je vais mettre les trucs les tailles dans Canva, je vais imprimer pour tester. Si je vois que au niveau de l'emballage ça colle pas, je réajuste au millimètre près. En fait, j'avais pas vraiment de ligne directive claire et précise en fait, et j'étais là, mais je peux pas mettre cette partie de template pour l'instant parce que en fait voilà, c'est pas clair, et le but c'est pas non plus que voilà, les gens se procurent la formation en se disant que oui, je vais avoir tous les détails sur comment créer, même si en soi j'aborde quand même la question des templates qui pour moi sont beaucoup plus complexes que de faire les autres types de templates dont je parle. Mais déjà ceux que j'ai montrés dans cette formation là, si vous êtes quelqu'un d'assez lucide et d'assez comment dire, qui comprend vite en fait, vous comprendrez en fait comment vous pourriez créer les vôtres tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, ce sentiment a laissé place à une certaine aisance maintenant que j'ai, et du coup qui fait que je commence du coup maintenant à préparer, on va dire, la phase 2 des formations que je propose, voire plus encore, mais où je vais m'axer cette fois-ci vraiment sur la création d'un template de A à Z, comment faire, etc. Mais ce que je voulais dire par là, surtout en tout cas dans un autre moyen de surmonter ce syndrome, c'est voilà, de voir un petit peu ce qui se fait autour. Alors moi à ce moment-là je savais déjà, mais j'avais quand même voulu voir me rassurer en prenant une formation. Je me suis dit ok, je regarde ce qu'on me propose, que disent les gens, comment ils interagissent avec leur communauté à elles, par rapport à ce qu'elles proposent, etc. Donc là ça m'a permis de voir ce que moi je pouvais proposer à mon tour, et créer mon propre branding en fait. Et comme je vous le disais, là aujourd'hui je sais que ma communauté me reconnaît, puisque certaines ont même réussi à me prévenir sur des personnes qui malheureusement utilisaient mes templates sans mon autorisation, enfin avaient acheté mes templates pour les revendre à leurs frais, comme si c'était elles qui les avaient créés, et je pars du fichier source. Hein. Comme je dis, en fait, une fois que le truc il est personnalisé, que le produit il est fini, les gens ils en font ce qu'ils veulent. Par contre, prendre la source de mon travail et le revendre comme ça, comme si ça venait de vous, voilà, c'est du vol en fait. Et donc ça, moi je le vois pas. Généralement, bien évidemment, ces personnes vont tout faire pour ne pas que je ne le vois. Mais j'ai eu 2 ou 3 fois plusieurs personnes qui m'ont envoyé des captures d'écran en me disant mais c'est pas toi ça te ressemble. Par contre c'est bizarre, c'est plus cher, etc. Et je regardais, je fais mais oui, mais c'est moi en fait. Et la personne elle a juste coupé la partie où il y avait marqué mon logo, où il y avait mon nom. Donc maintenant j'essaie de mettre un peu mon logo et mon filigrane un peu partout pour que ça arrive moins. Il y en a une carrément, elle avait carrément repris exactement les descriptifs que j'avais. Donc même ça, en fait, en vrai, le fait d'être copié, voire volé, ça accentue ça apaise encore plus ton sentiment d'illégitimité, parce que tu te dis ok, si les gens prennent ton contenu et veulent se l'approprier, ça veut dire que c'est quelque chose qui plaît, qui marche, et donc ça a de la valeur. Et en fait voilà, donc accepter que en fait le compliment, quand les gens, tous les retours qu'on vous fait, ça aide, se dire ok,
Si les gens apprécient, c'est que c'est cool et que c'est bien et que ça apporte quelque chose. Et aussi si les gens copient ou volent, on va dire que c'est un peu le jeu entre guillemets. Ça veut dire effectivement, ça nous confirme en fait dans l'idée que ce qu'on propose et ce qu'on fait, c'est bien. Donc tout ça pour dire que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut vraiment nous freiner. Et je me dis même que si je n'avais pas été ralentie par ce sentiment-là, je pense qu'aujourd'hui je pourrais vivre de mes créations, puisque c'est malheureusement pas encore le cas. Mais c'est mon objectif dans la vie. Et parce qu'en fait le plus dur c'est que ce syndrome ça vous fait croire qu'en fait que vous n'avez pas de valeur en fait, que vous n'avez pas assez de valeur, alors que souvent c'est le contraire en fait. Vous avez déjà toutes les compétences, toutes les clés en main, mais en fait on est bloqué par cette petite voix dans notre tête là qui nous dit mais non, franchement tout le monde fait ça, comment tu vas te démarquer, nanani. En fait il y a tellement de personnes sur cette terre que même si vous faites la même chose que 10 personnes à côté, et ben en fait il y a forcément quelqu'un vous allez forcément plaire à quelqu'un en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait en vrai il faut aussi pouvoir trouver sa niche, parce qu'en fait dans un domaine aussi vaste que la personnalisation, il y a tellement de possibilités. Donc on a bien sûr la papeterie, mais il y a les vêtements, les boîtes personnalisées, les kits de fête, enfin c'est facile de se perdre, surtout quand on est multitalentueux et qu'on a envie de tout faire. Parce que donc moi j'ai commencé avec la papeterie personnalisée, mais je sais que j'ai plein d'autres choses que je veux proposer et je suis en train de travailler dessus. Mon problème c'est le temps. Voilà, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire, mais voilà, je vais y arriver. Mais il est important de se focaliser en fait au début sur une niche pour se perfectionner dans un domaine et après se développer. En fait, il ne faut pas non plus trop s'éparpiller, parce que du coup, c'est comme ça qu'après on arrive à créer quelque chose d'unique en se focalisant sur une partie, on va dire une partie du problème, avant de se lancer, d'aller au-delà. Donc pour récapituler, voici on va dire les stratégies qui moi m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui à chaque fois éjecter ce syndrome de l'imposteur quand il revient, parce que je mentirais si je dis que je suis complètement guérie et que je l'ai plus. Comme je vous l'ai dit, juste pour l'idée de ce podcast, il est là, il est encore clairement là, mais voilà, je passe outre. Donc la première chose c'est de recevoir d'accepter les compliments, de recevoir tous les retours qu'on nous fait, de bien garder les retours positifs. Quand on voit à quel point les gens apprécient notre travail et qu'ils nous font des retours positifs, ça nous aide à croire en la valeur de ce qu'on propose. Et donc si vous doutez, vous pouvez demander des retours honnêtes autour de vous. Par exemple, moi je sais que dans le groupe Facebook que j'ai sur la formation Canva, voilà, j'aime bien quand les gens viennent poster leur création en se demandant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc du coup on peut se faire des retours. Moi aussi je peux donner mon avis sur la question, même si pour moi en fait au fond il n'y a pas vraiment de mauvais design. C'est une question de technicité, et comme je dis, au niveau du design, c'est comme quelqu'un qui vend quelque chose. Au niveau du logo, enfin, le branding, c'est vraiment la personnalité de la personne, ce qu'elle propose, son style, sa vibe. Il y a tout ça qui rentre en compte en fait quand quelqu'un propose quelque chose. C'est pas juste. Je pense qu'en fait, même si quelqu'un propose des trucs super, mais que la personne a une personnalité horrible, mais juste une énergie dégueulasse. Honnêtement je pense pas qu'elle soit capable de vendre, qu'elle sera capable de se démarquer et d'avoir un branding qui plaît en fait. Donc voilà, et accepter de recevoir des retours et oser du coup, pour avoir des retours faut partager. Donc soit vous mettez sur vos réseaux sociaux, soit vous êtes dans des groupes où vous pouvez partager entre vous. Si vous connaissez des personnes comme moi ou autres avec qui on a déjà échangé, vous pouvez envoyer vos créations, vous essayez d'avoir un petit peu des retours sur ce que vous faites. Ensuite, comme j'ai dit en deuxième, j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché, donc par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez voir un peu ce que les autres font et voir comment vous démarquez parmi ce qui se fait déjà. Et du coup, comment vous pouvez ajouter votre plus-value. Donc en fait, on a tendance des fois à se comparer aux autres, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire se comparer dans le sens ah non, elle fait meilleur que moi, elle fait ça mieux que moi, donc pourquoi moi je vais me lancer là-dedans alors qu'il y a un tel qui fait. Mais non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut regarder. Il faut
comparer juste pour voir, parce qu'on a forcément notre propre style, notre petite bille qui va sortir du lot en fait. Donc regardez un peu ce qui se fait et voir, ok, eux elle propose ça comme ça ou eux ils proposent ça comme ça. Moi j'aimerais bien voilà adopter voilà tel truc ou ajouter cet aspect là, enfin voilà. Et en troisième, éviter la perfection. Donc comme je disais, j'ai mis du temps aussi avec mon histoire de formation parce que pour moi il fallait que ce soit parfait. Je savais pas si je devais mettre, pas tout mettre. Déjà juste là ce que j'ai proposé, ça m'a pris énormément de temps. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça en 2 temps. Une première partie juste sur maîtriser Canva et ensuite on va aborder la question des juste créer des templates après dans un deuxième temps. Donc parce qu'en fait on aura tendance à repousser le lancement des projets parce qu'on attend que ce soit parfait, mais franchement ça c'est clairement une grosse erreur. Comme je vous disais, si je m'étais écoutée depuis longtemps, aujourd'hui je pourrais être un petit peu plus libre de mes mouvements parce que voilà, j'aimerais vraiment pouvoir vivre de mes passions, de mes créations et partager un peu ce que je connais, c'est voilà ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, le fait d'avoir douté, d'avoir attendu, ça m'a clairement mis ça a changé le rythme des choses. Comment on va dire, ça a changé le rythme. Après, les choses arrivent pour une raison. Je dis pas que voilà, c'est à mon avis, si ça se fait comme ça, c'est que ça aurait dû se faire comme ça. Mais en tout cas, ça aurait pu arriver plus rapidement si on se faisait plus confiance et qu'on ne se laissait pas bouffer par ce sentiment d'infériorité ou d'illégitimité. Mais en fait, la première étape déjà pour surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est déjà de reconnaître le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, voilà, de reconnaître que ce qu'on ressent, c'est normal, parce que beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs, ils sont confrontés tout le temps. Et même ceux qui ont déjà accompli énormément de choses. En fait, il y a des études qui montrent qu'en fait, près de 70% des gens ressentent le syndrome de l'imposteur à un moment donné dans leur vie professionnelle, ou dans leur vie créative, si on prend notre contexte. Et donc, franchement, ça inclut tout type de personnes. Ça peut aller de la personne la plus performante à la personne la moins performante, à des entrepreneurs à succès ou même des artistes reconnus en fait. Donc, c'est vraiment un sentiment normal et du coup, pour le coup, très légitime à ressentir. Et donc voilà. Et donc, des autres petites stratégies que j'utilise, c'est aussi de noter toutes ces petites réussites. Je dis, voilà, regardez, j'avais prévu de faire ça. Et finalement, voilà, ça y est, on a eu un super bon retour là-dessus. Et même si c'est que une ou deux personnes, parce qu'il y a un autre truc aussi, je pense qu'on a tendance à trop croire. Alors moi, je sais que ça m'arrive pas, parce qu'honnêtement, comme je vous dis, j'avoue que je suis encore un peu dans ce délire-là de poster pour poster, quand je peux, sans attendre vraiment de retour derrière, en me disant oh waouh, cette publication, elle va faire un malheur ou quoi. Il y a des trucs que je poste où alors j'ai pas beaucoup vraiment de vidéos qui ont vraiment fait un truc de fou, mais il y a certaines qui en fait vont avoir plus de réactions que d'autres, alors que c'est celle où j'aurais mis le moins d'énergie, le moins de trucs, je vais la poster comme ça en disant voilà. Et c'est celle où j'ai beaucoup de retours, on va dire, il y a plus d'engagement et de réactivité. Et celle où je veux me dire, bon, je vais m'appliquer, je vais faire un truc, je vais mettre des effets, nanani, et du texte, et blablabla. Et en fait, derrière, il n'y a pas vraiment d'engagement ni de retour. Mais après, pardon, ça nous forge et ça aussi, on crée de la technicité et surtout, on reste consistant. Parce que la consistance aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Et essayer de rester constant malgré ça, parce que ce syndrome en fait, le fait d'attendre, de se dire je vais avoir plein de retours, d'attendre derrière, de croire que derrière il y aura un engouement, un grand engouement, et qui n'arrive pas, ça peut effectivement faire retomber le soufflet et se dire en fait c'est bon, j'arrête, je propose pas, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a certaines choses qui demandent plus de temps que d'autres, et surtout je pense que la consistance fait vraiment la différence. Donc ce que je voulais dire, c'était voilà, essayez de tenir un journal de réussite en notant toutes les petites victoires que vous avez eues. Voilà, je voulais réussir à créer tel truc, je l'ai fait, je l'ai partagé, ou je voulais réussir à vendre tel design. Enfin là, je parle de manière un peu générale, hein, c'est pas juste dans le cadre de la papeterie, mais pour tout en fait, puisqu'on est souvent envahi par ça dans la vie de tous les jours, ou même dans mon emploi actuel, moi je le vis encore, où des fois je vais faire des choses et mes collègues vont me dire waouh, ça c'est trop bien, mais c'est vraiment, et moi je vais être là, ah oui, mais je sais pas, je vais minimiser le truc encore, et c'est
après coup que je vais me dire mais non, c'est vrai, t'as fait le taf et assume quoi. Voilà, donc un petit journal de réussite où vous pouvez noter vos petites, vos grandes victoires, même celles qui vous semblent le plus insignifiantes possible, parce que ça va vous rappeler que vous avancez et que vous avez accompli des choses entre l'instant où vous avez pensé au projet et à sa mise en place en fait. Et aussi ça va bien vous prouver que les projets que vous faites ou les créations que vous réalisez ont de la valeur. Et après, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu plus dans la reprogrammation mentale et à vraiment assimiler les choses de manière un petit peu plus, on va dire, psychologiquement parlant, les affirmations positives, c'est très bien. Se répéter des affirmations positives dans sa routine, se dire que voilà, je suis légitime dans ce que je fais, je mérite le succès par rapport à telle chose, j'ai les compétences pour réaliser telle information, telle chose, etc. Mes compétences sont précieuses. En fait, voilà, ce sont des affirmations qui peuvent vous aider à reprogrammer votre mental contre ces petites pensées négatives là qui viennent tout bousiller en fait. Et enfin, en dernière stratégie, il va s'agir de surpasser les blocages créatifs. Parce que malheureusement, en fait, dans le syndrome de l'imposteur, comme je le disais, en fait, on va générer des doutes. Et c'est des doutes qui vont être constants sur nos propres compétences et notre légitimité. Et ça peut provoquer chez nous, du coup, des moments de paralysie créative. Donc, en fait, comme on l'a dit, en fait, c'est cette petite voix qui va encore venir vous perturber et vous dire, voilà, je ne suis pas assez bon, pourquoi je fais, enfin, pourquoi ce que je propose, ce serait intéressant pour telle et telle personne, je n'ai pas l'expérience pour réussir, enfin, voilà, tous ces petits doutes, en fait, là, ça peut freiner la créativité et en fait provoquer un espèce de manque d'inspiration et de confiance, en fait, pour avancer dans ces projets. Donc, le blocage créatif, c'est un des symptômes, on va dire, du syndrome de l'imposteur, qui justement va alimenter votre doute et va vous empêcher de vous exprimer librement, même si vous avez une idée en tête que vous voulez proposer. Malheureusement, cette paralysie créative, en fait, va vous bloquer et vous allez en fait pas du tout avancer. Donc, je pense que, mais aujourd'hui avec des outils comme ChatGPT, donc c'est là où je vais en venir, pour rester dans les stratégies, aujourd'hui l'intelligence artificielle comme des outils comme ChatGPT peuvent nous aider vraiment à clarifier nos idées, à les classer. Et honnêtement, moi j'adore utiliser ChatGPT pour ça. Parce que en parlant de paralysie créative, moi j'ai vraiment des fois ce trop plein de choses que je veux faire. Et surtout, il y a plein de choses que j'aime faire et je me dis, mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais vivre de choses que j'aime faire, en fait, de mes passions et de mes créations. Et je vais exploiter mes compétences. Donc, des fois, ce que je fais, c'est que je vais lister un petit peu tout ce que je sais faire, tout ce que j'aime faire. Je vais mettre tout ça dans l'IA et lui demander de m'aider à clarifier tout ça en travaillant notamment sur les notions de Ikigai. Donc je vais pas détailler ça maintenant là, au pire ce sera l'objet d'un autre épisode. Mais en fait ce que je voulais vous dire c'est que voilà, vous pouvez utiliser ça par exemple pour vous aider à générer des concepts, à effectuer des brainstorming et même avoir des suggestions de design en fait. Par exemple si vous êtes coincé sur un point technique ou créatif, vous pouvez demander à l'IA de vous guider en vous fournissant des conseils précis. Donc c'est une autre manière de demander de l'aide pour structurer un projet ou rédiger un contenu que vous ne savez pas, que vous n'arrivez pas à structurer et vous ne savez pas par où commencer. Donc par exemple, vous pouvez poser des questions précises comme quelles étapes pour créer un design personnalisé. Enfin voilà, utilisez-le vraiment comme un assistant virtuel parce que moi c'est vraiment ce que je fais. Je vais poser mes idées, poser ce que j'ai envie de faire et lui demander de m'aider à clarifier tout ça. Et donc, et je me disais que, par exemple, vous pouvez... je peux vous donner un exemple de prompt que vous pouvez donner à l'application. Vous pouvez lui dire par exemple j'ai besoin d'inspiration pour créer un design de packaging personnalisé sur le thème d'un mariage vintage. Quelles sont les étapes et les idées que je pourrais suivre? Et donc là, l'IA va vous proposer des idées de couleurs, de styles, d'éléments graphiques ou même des conseils pour structurer votre projet.
À partir de ces informations-là, vous pouvez par exemple créer un mood board dans Canva avec la palette de couleurs qu'elle vous aura proposée, le style de fleurs, etc. Donc ça peut vous aider déjà à débloquer un petit peu votre inspiration si vous ne savez pas trop, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Alors moi, dans la création de la papeterie personnalisée, pour rester dans ce sujet, ma partie préférée c'est de créer le design. J'adore ça, c'est ce que je préfère. Par contre, je n'aime pas, comme je vous disais dans l'épisode précédent, passer mon temps à emballer des trucs. Je vais le faire comme ça pour, comme je vous dis, les personnes proches de moi parce que ce sera quelques-uns, mais je me dis en faire un métier, je ne pourrais absolument pas rester assise toute la journée à emballer des chips, des Kinder Bueno, compagnie, c'est pas possible. Par contre, créer le design, enfin donner vie au thème et au design, ça c'est vraiment la partie pour moi la plus fun. Mais pour d'autres, c'est la partie la plus compliquée en fait, parce que ils sont pas inspirés, on va leur donner un thème, ou ils vont juste reprendre des choses qui ont déjà été faites. Et donc du coup voilà, si vous pouvez utiliser du coup des outils comme ChatGPT, donc l'intelligence artificielle de manière générale, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT comme intelligence artificielle générative, mais ce sont des outils qui peuvent vous aider à débloquer cette espèce de petite paralysie créative et du coup provoquer une inspiration chez vous par rapport à ce que l'IA vous aura proposé comme réponse. Donc pour conclure, sachez que le syndrome de l'imposteur, s'il vous touche, il ne touche pas que vous, il touche beaucoup de créateurs, mais en fait, voilà, ce syndrome-là ne doit pas vous arrêter, il ne faut pas vous arrêter à ce sentiment ce sentiment de négativité qui vous envahit en fait. Donc si vous avez au fond de vous quelque chose que vous faites, que vous pensez qu'il y a de la valeur, que vous avez envie de partager, ou même si vous ne savez pas s'il y a de la valeur, de toute façon, vous savez que vous avez envie de partager vos créations, vous lancer dans quelque chose, il ne faut pas hésiter à le faire en fait. Faudra le faire. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là, qui va apprécier votre travail. Comme je vous le disais, en fait, dans ce qu'on propose, des fois, c'est pas tant le produit des fois qu'on achète, c'est carrément la personne. C'est sa vibe, son énergie et la manière dont elle est. Donc, voilà, même si plein d'autres personnes font la même chose, en fait, on a tous notre manière de se démarquer parce qu'on est des individus à part entière, on a notre propre personnalité, notre propre style. Donc, vraiment, votre personnalité, votre style et votre vision des choses, c'est ça qui vous rend unique en fait. Donc, faut vraiment pas avoir peur de vous lancer, de vous démarquer. Et de ne pas vous bloquer sur des idées préconçues sur de toutes les façons on ne viendra pas vers moi parce qu'en fait je suis moins bien que un tel, ou parce que en fait voilà, je suis pas capable de. En fait on l'est. Donc voilà, lancez-vous. N'ayez pas peur. Bon, après la peur fait partie du truc aussi, parce que comme je vous dis, je reprends encore l'exemple du podcast, j'en suis qu'à l'épisode 2, et je suis toujours... mais en même temps, ce qui me conforte, c'est que je me dis, je sais pas, j'aime bien partager ces sentiments-là, ces émotions-là, parce que je pense que je ne suis pas la seule, en tout cas, notamment ceux qui veulent être dans la création et la personnalisation. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas que voilà, tout le monde a sa place dans ce monde. Il y aura toujours quelqu'un à qui vous allez plaire, qui va être interpellé par ce que vous proposez, et donc ce que vous faites a de toutes les façons de la valeur. Donc en fait, moi je vous encourage à commencer dès aujourd'hui si vous avez envie de faire quelque chose, de pas attendre, de pas vous laisser ralentir par ce syndrome, et même si c'est pas parfait, de le faire quand même. Parce qu'en fait, ce sera jamais vraiment parfait. On aura toujours quelque chose qu'on veut ajouter, qu'on veut modifier. Mais en fait, on peut toujours revenir sur les choses. Par exemple, moi, les templates, au début, quand je les ai lancés, je sais qu'ils n'étaient pas parfaits, mais je suis revenue sur... Il y en a plusieurs sur lesquels je suis revenue parce que je fais des mises à jour. Et j'envoie des petits messages en disant, voilà, mise à jour de tel fichier. Parce que justement, à force de l'utiliser, c'est là aussi que je me rends compte des limites, de ce qu'il y a, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Mais voilà, pour le savoir, il faut se lancer, il faut faire des choses. Donc voilà, sachez que votre parcours est unique et que vous méritez tous de réussir. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cloud9. Bye!
Alors juste une petite information concernant mon univers de papeterie personnalisée. Donc en fait moi j'ai développé une gamme variée de services et de produits pour vous accompagner dans vos projets créatifs. Donc pour celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans l'utilisation de Canva, j'ai créé une formation complète qui vous permettra de maîtriser cet outil puissant. Et donc que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, je pense que cette formation pourra vous aider à créer des designs uniques, à reprendre un petit peu les bases et à revoir on va dire les fonctionnalités un peu plus poussées. Elle va vous aider à créer des designs uniques, des emballages personnalisés, des invitations et bien plus encore, et bien sûr tout ça à votre rythme parce qu'elle est enregistrée et donc vous pouvez la commencer et la suivre quand vous voulez. En parallèle, j'offre aussi des sessions d'accompagnement personnalisées et je propose en fait de travailler ensemble sur vos idées pour des événements spéciaux, des projets commerciaux ou personnels. Je vous guide pas à pas dans la création de vos designs sur Canva et d'autres outils comme le Design Space si vous le souhaitez par exemple. Et donc pour ceux qui cherchent à gagner du temps, j'ai mis en place du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, des tas de templates prêts à l'emploi pour divers types de papeterie personnalisée. Et donc vous y trouverez des étiquettes de bouteilles d'eau, des boîtes personnalisées, des étiquettes pour Kinder, Capri Sun, etc. Tous ces templates sont déjà dimensionnés aux bonnes tailles et faciles à personnaliser. Et donc mon objectif en vous proposant tout cela, c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez laisser libre cours à votre créativité tout en ayant plaisir à créer.